Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce Jeu C'était podcast spécial Retour à Roland-Garros. Au programme de ce numéro, nous allons revenir en compagnie de Philippe Dehaze sur ce week-end d'anthologie que nous avons vécu. Et notamment sur cette finale absolument phénoménale entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Une finale qui va marquer l'histoire du tennis à jamais. Salut Phil, merci beaucoup d'être en ma compagnie. Bonjour Christelle, bonjour à tous. En compagnie de Phil qui a commenté ce tournoi passionnant dont Coco Gauff et Carlos Alcaraz sont sortis vainqueurs. Je vous rappelle que Philippe et moi proposerons également à la communauté premium de Jeux C'était podcast un numéro hors série où on répondra à toutes les questions des auditeurs. Alors si vous n'êtes pas encore membre premium, eh bien rendez-vous sur Supporting Cast via Google ou via mes réseaux sociaux. Non seulement vous rejoindrez une chouette communauté de passionnés et vous pourrez profiter de contenus exclusifs comme celui-là, mais en plus vous soutiendrez notre travail et ce serait magnifique de pouvoir le poursuivre. Merci beaucoup d'avance à tous ceux qui m'ont déjà rejoint et on est parti Phil, je sens que tu as hâte. Eh bien, il nous a fallu quand même quelques jours pour nous en remettre un fil de cette finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, remportée par l'Espagnol 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6, 5h29, la plus longue finale de l'histoire de Roland-Garros. Figure-toi que j'étais en interclub, donc sur le terrain pendant une partie du match. Heureusement, j'ai réussi à expédier ça pour ne rien manquer. Et même avec quelques jours de recul, les qualificatifs me manquent. Titanesque, monstrueuse, irréelle. L'un des plus beaux matchs de l'histoire du tennis que je mets au même niveau que Nadal-Federer 2008 à Wimbledon. À Wimbledon, que j'avais commenté aussi. Ah ouais ? Ouais. Et Djoko-Nadal 2012 en Australie. Probablement. Comment, toi, tu décrirais cette finale avec quelques jours de recul ? Tu as essayé de citer quelques qualificatifs. C'est surtout le témoignage des gens, et même des gens qui ne sont pas spécialement des passionnés de tennis. Il n'y a pas une personne qui n'a pas regardé. C'est vrai. Et il n'y a pas une personne qui n'a pas décroché aussi. Parce que c'est ça le truc. Et moi, le premier, donc ça veut dire qu'on a terminé à manger devant la télé. Parce que c'était un suspense tellement intense que personne ne voulait rater une seconde, une balle de ce match qui a été historique, tout simplement. Par la qualité, en fait, c'est ça, c'est qu'ils ont joué avec une intensité du premier point jusqu'au dernier. Après 5h20, ils servaient encore à 210 km/h, ils frappaient comme des mules, couraient partout. Donc en fait, ça a été 5h30 de spectacle absolu, sans discontinu. C'est là où le truc est incroyable. Il n'y a pas eu un petit coup de mou, à un moment donné on se dit bon ben c'est un peu ennuyant, on va aller promener le chien. J'ai des gens qui m'ont dit on n'a pas été promener le chien. J'ai des gens qui m'ont dit on n'a pas été se promener aussi parce qu'ils n'ont pas voulu rater le truc. C'est magnifique. Et moi, quelle promotion pour le tennis. Quelle promotion pour le tennis. Et moi, mes enfants qui n'en ont mais rien à battre du tennis malgré ma passion débordante, je leur ai dit allez voir. Juste faites une pause pendant votre étude et allez voir ce que c'est du tennis. Et en fait, elles n'ont pas réussi à décrocher. Elles sont restées, comme tu dis, jusqu'au bout. Et exactement comme tu le dis, quelle promotion pour ce sport. On dit, il ne fait plus parler de lui, les gens se désintéressent. Mais là, ça met tout le monde d'accord. Hein. Ça met tout le monde d'accord. Et alors, après, il y a un vrai débat. Mais McEnroe, il a dit un truc très intéressant. Il se posait la question de savoir si on met Nadal 14 fois en face de ces deux-là, est-ce que Nadal va gagner les 14 finales ? Et c'est une vraie question. Parce que tout le monde, souvent, un peu tout le monde quand même, a dit Nadal, Federer, fini, moins de charisme dans le tennis, moins d'intérêt. Mais en fait, ce qu'ils ont montré là, on est parti pour rêver encore et voir une rivalité de dingue entre les deux. On pensait que c'était pas possible. Avec un niveau de jeu, c'est pas juste qu'ils sont tous les deux très bons et que c'est juste qu'ils amènent le tennis à un niveau irréel en fait. Rappelle-toi combien de fois on n'a pas dit qui va pouvoir un jour prendre la relève du Big Three tellement ils ont été stratosphériques. Mais là... on est presque à une longueur même d'avance parce que si on compare un petit peu, il a décroché donc ici Carlos Alcaraz son 5e Grand Chelem à 22 ans, 3 mois et 1 jour, soit exactement à 1 jour près au même âge que Rafael Nadal. Alors tu parlais la dernière fois qu'on s'est vu de temps de passage.
Là, il est fameusement dans les temps. Il est dans les temps. Il est dans les temps, mais il lui en reste 20 s'il veut battre le record. Ouais. 20. 19. Oui, ok, 19. Il l'a pas battu encore. Hein, non, 19 pour... non, mais donc 19, s'il en fait 2 par an, ça te fait... Ah non, tu vas pas me challenger sur les maths, là. 8 ans pour faire 16, oui, c'est ça, 8-9 ans. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il tienne encore à ce niveau-là pendant... ça met la performance de Djokovic quand même sur une autre planète aussi. Mais oui. C'est pas impossible, mais c'est pas fait quand même. Oui, parce que sur dur, Alcaraz, enfin, on parle des deux en fait. Hein. Oui, bien sûr. 2 par an, Sinner pourrait s'envoyer l'Australienne et l'US, et Alcaraz plutôt Wimbledon et Roland. Ils pourraient se les partager en fait. Ils pourraient se les partager si les autres ne pointent pas le bout du nez non plus. Tu vois quelqu'un capable de rivaliser dans le top 10 mondial actuel ? Avec le niveau qu'ils ont montré, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir faire le 3e pour recréer peut-être un Big 3 ou un Big 4. Je vois pas très bien qui pourrait venir se coller à ces deux-là pour le moment, avec ce niveau de jeu-là, évidemment. Oui. Quand on a vu Musetti en demi face à Alcaraz, c'était d'une grande tristesse quand même. On va pas se mentir, on sait que Djokovic est en bout de course clairement, et c'était proche d'un adieu quand même. Mais lui, il a fait le travail, il a plus rien à prouver. Après, Medvedev, on n'y croit plus trop quand même. Surtout sur terre. Après, quelques Américains sont là, ils jouent très très bien, mais est-ce qu'ils ont les compétences sur terre ? On ne pense pas. Donc ils peuvent briller sur les tournées américaines, sur les Master Series, sur peut-être aussi les Master Series à l'intérieur en fin d'année. Je pense à Shelton qui sert incroyablement bien, mais il faut que les conditions se mettent pour que son jeu puisse vraiment s'exprimer à 100%. Donc honnêtement, c'est ce qui va peut-être un tout petit peu manquer. L'avantage, c'est qu'on en avait 4 et qu'il y avait quand même un peu plus de suspense. Ici, peut-être qu'ils sont plus que 2. Mais enfin, quelque part, même s'ils sont que 2 et qu'ils nous offrent ça sur des finales, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont continuer à regarder quand même. Hein. On a déjà envie d'être à Wimbledon. Oui. Quoique, alors tu parlais brièvement de Djokovic, je l'ai trouvé vraiment convaincant dans ce Roland Garros, même si en demi, limite il en rigolait parce qu'il voyait bien que Sinner était au-dessus, mais il a quand même livré une belle prestation. Hein. Il fait demi encore, 38 ans. Non, il a fallu un bon Sinner pour le sortir. Ouais. Ça montre encore le niveau de Novak Djokovic, et clairement, il a placé quand même... je trouve qu'il se place pour Wimbledon quand même avec ce niveau de jeu-là. C'est sûr. Parce que c'est la seule surface sur laquelle il pourrait encore potentiellement aller chercher un titre. Exactement, c'est la seule. Et il faudra faire attention parce que Wimbledon arrive demain. Ouais. Donc ça restera très intéressant. Il faudra profiter parce qu'il ne restera plus beaucoup, mais peut-être qu'il pourrait faire encore une demi ou peut-être une finale. Et il est déjà en train de s'entraîner, hein. On l'a vu, je ne sais pas si tu as vu passer sur les réseaux une petite vidéo là où il était sur gazon. Donc il est au taquet, il va se préparer au mieux. Et pendant ce temps-là, j'ai rigolé parce qu'on a un groupe WhatsApp avec tous les journalistes présents à Roland-Garros sur lesquels sont envoyer toutes les heures des conférences de presse, le moment où les joueurs arrivent, etc. Et il était prévu que Carlos Alcaraz vienne présenter le lendemain de son sacre son trophée Place de la Concorde, comme ils font chaque année. Il y a une séance photo, etc. Tous les photographes sont présents. Et en fait, Carlos, il a annulé le lendemain, il a annulé ce rendez-vous avec la presse. Et en fait, j'ai vu passer aussi des vidéos, il était... en boîte, il était déjà mort. Il était déjà à Ibiza. Il était déjà à Ibiza. Ah, il était occupé dans une boîte, je sais pas où. Donc il a préféré, à mon avis, fabuleux. Il a bien fêté. Mais c'est ça aussi. Après, je sais, moi j'ai pas vu. Il y a un reportage qui est passé sur lui. Netflix, où à un moment donné, c'est son coach qui dit bon, peut-être qu'il n'a pas réellement l'état d'esprit pour aller gagner 20-25 grands chelems. Mais après, est-ce que c'est absolument ça l'objectif aussi ? Est-ce que l'objectif, c'est pas nous offrir ça et puis aller boire quelques coupes de champagne dans une boîte et pas revenir pour... Et quand bien même, on va imaginer qu'il rate Wimbledon pour une raison ou une autre, ça fait partie du personnage.
L'année passée, il est allé faire ses 3 jours de fête à Ibiza. Il s'est quand même envoyé Wimbledon. Il s'est quand même envoyé Wimbledon. Donc, je trouve que c'est respectable aussi. Ah oui, et je pense sincèrement que s'il veut perdurer, il faut accepter ce côté-là de sa personnalité aussi, parce que moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Je dis toujours qu'il faut jouer avec intensité et récupérer avec intensité. Et là, il a récupéré avec intensité. Pas sûr, mais... mais si, ça veut dire qu'il a complètement décompressé, oui. Il est sorti, il a fait la fête, il n'a pas récupéré dans le sens où il n'a pas dormi. Mais c'est pas ça la récupération, c'est décompresser complètement. Juste complètement poser son sac et profiter du moment présent avec sa famille, avec ses amis, sans réfléchir aux conséquences, quoi. C'est vraiment être dans la récupération à 100%. Il va peut-être rater quelques heures de sommeil, il va peut-être rater 3 jours d'entraînement sur gazon, mais quand il reviendra, il sera complètement disponible parce qu'il aura coupé le truc. Et ça, ce sera peut-être aussi efficace que s'il s'était entraîné une semaine de plus. Plus que probablement. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'au niveau de ses stats, donc 5 finales de Grand Chelem jouées, 5 finales remportées. Et c'est le premier joueur après Roger Federer à réaliser cette performance. Par contre, du côté de Yannick Sinner, au niveau des matchs en longueur joués, je pense que c'est Constance de Jeux 7 et Maths qui travaille avec Eurosport qui a donné les chiffres des derniers 6 matchs les plus longs de Yannick Sinner. Il les a tous perdus. Oui, et on l'a vu à un moment donné. Moi, j'ai pensé qu'il allait cramper. À un moment donné, il vient chercher l'amorti et je pense qu'on a tous vu cette image et il se tient un peu la cuisse. Oui. Et ça, c'est pour moi, à mon avis, c'est là où il doit absolument travailler. C'est sa capacité à tenir. Alors c'est irréel, mais physiquement oui, physiquement, oui. Parce que je pense que physiquement, il y a eu quelque chose en fin de match. Est-ce que ça a joué sur le résultat ? Je sais pas, mais je suis sûr que ça l'a quand même un tout petit peu affecté mentalement, de sentir que physiquement, il était un tout petit peu touché. Et ça s'est vu. Ouais. Pourtant, en fin de 5e, t'as pas l'impression qu'il est touché. Non, mais tu vois, 1 ou 2 fois, il se tient la cuisse et on se dit, waouh, est-ce qu'il va cramper, est-ce qu'il va pas cramper, tu vois, est-ce que peut-être que ça... J'en sais rien, moi, l'influence que ça a eu, peut-être pas, je me trompe aussi. Mais Alcaraz, il n'y a pas eu ça. Ouais. Et donc, comme tu dis, c'est une stat qui est vraiment super intéressante parce que imagine la force du gars quand il va arriver dans sa 6e finale. C'est-à-dire qu'il joue une finale, il y a une phrase qui dit une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ben là, il est dans le projet. Hein. Ouais. Donc, il va arriver, les autres le savent. Et lui le sait aussi. Parce qu'il sauve 3 balles de match. Tu as entendu qu'il a dit, dans une de ses déclarations, il a dit en fait, j'avais rêvé gagner la finale en ayant cette situation où j'ai des balles de match à sauver. Et donc, parce que quand on voit ce qu'il fait aussi souvent, et on en parle beaucoup d'Alcaraz, on dit, et moi le premier, je dis ah oui, mais il a des trous d'air, nanana, nanana. Mais en fait, j'ai l'impression que ça l'ennuie. De temps en temps, c'est peut-être un peu trop... En fait, j'ai compris ça en regardant le match. Peut-être que c'est un peu trop facile et que donc il perd un peu sa concentration et donc il perd des jeux. Mais quand on a vu, quand il a fallu faire le travail, il est irréel. Irréel. Quand il est dos au mur, il est stratosphérique. Oui. Les balles de match, pour moi, il y en a une où Sinner, le coup droit, il doit la faire péter. Tu sens qu'il se retient un peu. Hein. Ouais, première fois qu'on le sent comme ça. Avoir... La balle, elle n'est pas vraiment sortie et Alcaraz s'en sort. Après, il y a un retour, il rate le retour. Ok, mais d'un autre côté, dans le tie-break, regarde comment le tie-break du 5e, les 5-6 premiers points qu'il fait. Incroyable. Les balles de break qui sauvent. Tu te dis, en fait, là, il y a plus de place pour les autres, quoi. Ouais, non, et c'est la première fois de sa carrière qu'il remporte un match après avoir été mené 2-7-1. Donc le moment qu'il choisit pour réaliser cette performance, c'est fabuleux. Et c'est seulement la 9e fois qu'un finaliste de Grand Chelem l'emporte en laissant le gain des 2 premières manches. Et la 6e fois seulement à Roland-Garros. Mais comment il a été capable de retourner ce match, quoi. Parce que c'est vraiment, même au début du 5e, quand il break, il mène 2-0, tu te dis, bon, là, c'est bon. Sinner, il a rendu les armes. Tout le monde pensait que c'était terminé. Et je trouve qu'il faut souligner aussi la force de caractère et l'attitude de Sinner, qui le break à 5-3 au 5e. Alors qu'il a eu des balles de match et mené, enfin voilà, tout était en sa faveur, mais quand même il continue à s'accrocher, quand même il retrouve les ressources et l'énergie pour breaker le gars, à recoller au score à 5 partout. Exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Et là dans les commentaires, je crois que c'est
je pense que c'est Olivier Rocus qui dit mais est-ce qu'on n'arrêterait pas là? Et je trouve que c'était bien, c'est 5-5, on partage le prize money, tu prends le couvercle et moi je prends la coupe et c'est bon, on arrête là les gars, vous avez tous les deux gagné et c'était exactement ça qu'on avait envie de faire quoi. Oui, non, c'est sûr. Et j'ai pas trouvé Sinner tellement... Déçu? Abattu. Non, alors non. Oui, il avait le regard dans le vide, tu voyais qu'il était évidemment touché. D'ailleurs, j'ai publié sur mes réseaux sociaux, j'ai reposté une vidéo où on voit la joie d'Alcaraz en contraste avec un petit peu le dépit de Sinner, mais je l'ai trouvé relativement fort dans la défaite. Oui, je trouve aussi, je partage ton avis. Digne. Ouais. À son image, quoi. Ouais. Et il a perdu le combat et je pense que c'est quand même la meilleure attitude. Hein. Bien sûr. Quand tu compares de nouveau avec l'attitude d'une Sabalenka, c'était pour moi un tout petit peu too much dans l'autre sens, quoi. J'allais dire, et on y reviendra aux femmes juste après. Je voudrais juste terminer par rapport à cette question des 3 balles de match dans le 4e set. On voit que le bras de Yannick Sinner tremble. Tu l'as dit toi-même. Toi qui es spécialiste de la question du mental au tennis, tout ce qui est arrivé après ce momentum, on est d'accord que ce n'était plus du tennis, c'était plus du physique, c'était uniquement un combat mental. Ce 5e set. Alors, oui, mais je pense qu'on peut pas dissocier. Quand on a vu ce qu'ils ont produit, alors c'est bien sûr un combat mental, mais c'est aussi bien sûr un combat physique, et c'est aussi un combat tactique. C'est tout est complètement lié. T'avais l'impression qu'il y avait plus que ça se jouait au nerf, quoi. Oui, mais t'as vu le niveau de jeu. Oui, ben oui. Donc, ils ont gardé tous les voyants étaient au vert tout le temps. C'est ça où c'était exceptionnel. Tu peux à un moment donné, tu vois où le niveau de jeu descend. Alors ça se voit un tout petit peu plus chez les filles par exemple, et on n'est plus que dans l'émotion quoi. On va en parler tout à l'heure parce que tu veux pas en parler, mais on va parler des filles aussi. Si, je veux bien en parler. Chez les filles, on a vu Sabalenka, c'était que de l'émotion. Tactiquement, c'était risible, ridicule. Il y avait aucun lien. C'était pas bien. Enfin, elle a vraiment tactiquement joué à l'envers. Et elle était que dans l'émotion, elle a agressé son team, comme à chaque fois. Elle criait, elle parlait, elle discutait. Tu te dis, mais en fait, elle est plus dans le compte, elle est plus dedans, quoi. Et ça, c'est fou, parce que comme tu es le roi, je suis ce que tu dis. On enchaîne sur les filles, allons-y. Les Aryna Sabalenka, elle a complètement fissuré dans cette finale. C'est ça, exactement. Elle mène 7-6, elle a tout pour être bien, pour aller essayer de chercher le 2e set pour clôturer. Et à 1-0, elle commence à... Comme si elle venait de perdre 6-2 dans le premier, elle... Et même dans le premier set, elle mène, et puis l'autre vient, et même, je crois qu'elle commence bien, 3-1, 4-1, elle est vraiment devant. Et puis, tu vois qu'elle n'est pas sereine, qu'elle n'est pas lucide, que chaque fois qu'elle perd un point, c'est une catastrophe. Enfin, c'était vraiment l'attitude d'un junior pour moi. Et puis ces cris, moi je me suis demandé pendant tout le match, à quoi ça sert en fait de crier autant? On peut crier un petit peu, mais là, à un moment donné, je crois que pendant 4 secondes après la frappe, on entendait encore, ça résonnait dans le truc. C'est vraiment, tu m'as déjà dit que c'était libérateur. Oui, et puis scientifiquement, c'est prouvé que tu développes plus d'énergie aussi, tu augmentes la concentration. C'est le fameux kiai dans les arts martiaux. Tu vois, donc où on crie fort quand on frappe. Non, ça ne te parle pas? Non. Tu veux que je te fasse une démonstration? Moi, je te fais une démonstration. Tu vois, ça donne ça. Ok, tu le vois ou pas? Oui, je l'ai fait avec le geste aussi. J'ai non, c'est normal. Donc ça, c'est au niveau physiologique, c'est intéressant. Ouais. Après, je pense que comme son niveau de stress était particulièrement élevé, le cri a augmenté aussi. Donc, en fait, c'est une expiration, tu vois, le cri. C'est pas un cri. Et ça te permet donc de frapper plus fort? Ça te permet de frapper plus fort. Ça te permet d'avoir une focalisation plus importante aussi. Tu vois, d'avoir un niveau d'attention qui est élevé. Donc, il y a un intérêt à le faire. Et les joueurs le font sans chercher à le faire. Ça se fait absolument naturellement. Enfin, là, il y a quand même... Tu crois pas qu'il y a un taux d'agressivité, c'est non. Pas de l'inconscient, quoi. Si, elle le fait pas consciemment. Si, j'en suis convaincu. T'as vu comment à chaque fois... elle le fait toujours, et t'as des joueurs, beaucoup les Sud-Américains, quand ils frappent, tu vois, c'est et après la frappe, tu as ce bruit là. Ils le font aussi dans un autre style. Je sais pas, j'ai pas là chez les garçons qui le fait systématiquement et quand même assez fort, ça va me revenir. Mais donc ça c'est ok, et d'ailleurs je t'encourage, toi qui joues au tennis aussi, fais le test, ou faites le test, les gens qui nous écoutent, quand vous frappez,
Par exemple, j'ai fait ça avec un de mes élèves qui était super tendu. Oui. Alors, j'ai pris un terrain, on s'est isolé, là au Sport Village, tu connais, dans le fond. Oui. Il m'a pris pour un fou. Et j'ai envoyé des balles et j'ai dit, tu vas crier le plus fort possible en frappant la balle. Mais vraiment, tu te libères à mort. Oh, j'adorerais faire ça. Ah oui, mais c'est un super exercice. Donc, il mettait les balles dans le mur et il frappait en criant. Et je disais, plus fort, plus fort, plus fort. Et puis, ça lui a donné un relâchement. Et alors déjà, c'est très déstressant comme exercice. Mais après, tu réduis évidemment un peu le bruit pour que ça reste un peu, comme tu dis, dans les normes de l'acceptable. Mais après, il l'a gardé et en coup droit, il a vraiment ressenti le relâchement nécessaire. Donc, il a décoincé son coup droit. Je suis pas passé par la filière technique, mais juste sur le relâchement par le cri. Hyper efficace. Mais par contre, en face... Qu'est-ce que c'est pénible. Oui, mais en face, tu ne l'entends pas, tu vois. Tu crois que Gogo, à un moment donné, pas... Niveau de concentration, des professionnels, ils ne l'entendent pas. Parce que ça marque aussi il y a une forme, je trouve, d'agressivité, je sais pas, tu te sens agressé. Moi, j'ai une fille comme ça en face de moi, en amateur, qui pousse des cris comme ça et qui, à chaque fois qu'elle marque un point, come on, avec le poing serré vers moi, je pense que mentalement, elle me bouffe 25% de ma capacité. Mais tu as dit un mot important, c'est amateur. Un pro, il est préparé à ça, tu vois, c'est un combat, donc ils se battent pour la même chose. Alors le tennis, il n'y a pas de contact physique, mais c'est un combat qui est quand même aussi physique. C'est comparable à un match de boxe, il faut assommer l'autre avec la balle. Mais l'idée, c'est ça. Donc, il y a une présence qui est là et il y a ce combat-là qui est là. Et donc, Coco Gauff et n'importe quelle autre fille, ou à fortiori les garçons, la même chose, ne sont pas intimidés. Après, chez les garçons, on l'a vu, je ne sais pas si tu as regardé ça, entre Corentin Moutet et l'Italien... Musetti. Non, ici, ils se sont pris la tête. Ah oui, Fognini. Et Fognini. Ouais. Ça peut de temps en temps venir être un peu plus brutal, mais il y a le combat et puis ça fait partie du jeu. Et Coco Gauff, elle s'est donc adjugée son 2e tournoi du Grand Chelem après l'US Open en 2023. Elle n'a que 21 ans, puisqu'elle a commencé sa carrière très jeune. Est-ce que c'était toi qui avais pronostiqué que Coco Gauff, je ne sais plus si c'est toi, Philippe de Hulf, en début de tournoi, mais il y a un de mes invités qui avait pronostiqué Gauff. Il faudrait que je réécoute les podcasts, peut-être que les auditeurs... C'est sûrement moi, non je ne sais pas. Moi, j'avais dit Sabalenka. Ah, ok. Mais c'est possible que ce soit toi, je ne sais pas. On avait dit que sur Terre, peut-être que ça allait coincer. Alors moi, je l'avais mis dans mes favorites avec Anisimova aussi. Oui, juste. Iga Swiatek. Ouais. C'était les 3 que j'avais cités. Ouais. Et Swiatek, tu l'as trouvé comment ? Elle s'en est quand même... bien sortie, sachant dans quel état d'esprit elle arrivait et dans quel état de forme elle arrivait. Bon, c'est pas mal quand même. Je l'ai quand même pas trouvé incroyable. Non. En demi, tu l'as commenté contre Sabalenka ? Oui, c'était, tu vois, le 3e set, tu vois. 6-0, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, personne n'a compris. Ça a duré 15 minutes, elle a jamais fait un truc pareil. Elle n'a pas mis une balle dedans, quoi. En théorie, tu vois, quand elle est plus numéro 1, mais elle a gagné 4 fois, elle est chez elle, sur sa meilleure surface. Tu joues contre une fille, tu sais que Sabalenka, alors c'est pas facile, elle n'est pas facile à bouger parce qu'elle frappe très fort, mais c'est très clair qu'elle a le jeu pour la faire travailler du fond, surtout avec son coup droit, mais ça sortait pas, tu vois, d'habitude elle met des gros rouleaux, ça partait pas, et puis elle touchait la balle, elle la ratait. Le set a duré 15 ou 20 minutes. Ouais, non, c'était pas bon. C'est le tournoi qu'elle devait gagner. Mais non, elle fait une année difficile. Toujours une pensée, on en parlait pour notre ami, oui, mais je suis toujours un peu inquiet. Je me dis, j'espère que ça va tenir, etc. Parce qu'on sait que là, ça commence à... On n'a toujours rien gagné. Ouais. Elle chute au classement. Comme quoi, un coach peut être très très bon et avoir un palmarès de dingue. Ouais. Il faut que ça matche aussi. Il faut que ça matche. Avec la joueuse. Oui. Si le clic ne se fait pas. Non. Et ça n'a rien à voir avec les compétences du coach, évidemment. C'est juste exactement, c'est le clic. Elle est quand même, je pense, difficile à coacher. On le voit sur le terrain aussi, elle est quand même toujours un peu très agressive vis-à-vis de son box. Mais bon, là, il y en a d'autres, c'est pas spécialement grave. Mais je sais pas si dans la communication, c'est qu'elle est facile à gérer aussi. Non, c'est difficile à savoir derrière, en dessous de sa casquette. Il n'y a pas beaucoup d'émotions qui transpirent. Alors, la dernière chose que je voulais aborder avec toi, Phil, c'est aussi cet extraterrestre de Loïs Boisson qui a battu Elise Mertens au premier tour. Et
J'avais fait l'interview d'un journaliste français de RMC, Eric Salio, pour nos abonnés premium, qui avait dit « Attention, Loïs Boisson, attention, parce que votre Elise Mertens va souffrir. » Moi, je lui avais dit « Oui, les Français, ils feraient bien n'importe quoi pour mettre leurs joueurs en avant. » Mais ils étaient plusieurs à m'avoir dit la même chose. Et puis, je l'ai vu jouer. Fabuleux. Elle a vraiment un jeu... tu l'as vu jouer? Oui. Elle a un jeu très atypique. Décalage coup droit comme ça. Donc vraiment idéal pour la terre. En revers, je ne l'ai pas trouvé incroyable quand même. Pourquoi idéal pour la terre? Explique un peu à nos auditeurs. Parce qu'elle met de la trajectoire, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de filles qui sont capables, un peu comme Iga finalement, ou Coco Gauff. Ce sont des filles qui mettent beaucoup de trajectoire en coup droit, qui font... Les Françaises utilisent l'expression elle fait des rouleaux, donc elle fait tourner la balle très très fort, ça monte et ça gicle très très fort, et c'est très ennuyant chez les filles qui aiment jouer plus à hauteur de hanche, où les balles viennent relativement à plat, et les filles contrent, donc relancent plus facilement sur des balles qui viennent un peu en dessous du niveau de l'épaule. Dès que ça sort de ça, et que ça doit se frapper au-dessus, la tête c'est plus difficile. Elle met beaucoup de variété, qualité physique irréelle, donc ça fait beaucoup de choses pour bien jouer sur terre. Ouais. Et revers, moi j'ai trouvé qu'elle avait un bon slice. Oui, alors elle a un bon slice, mais... C'est tout. Maintenant on la connaît, hein. Les filles vont lui charger dans le revers, frapper fort dans le revers, et elle sera toujours en défense. Donc je trouve là il y a un gros travail à faire du côté revers. Et... Après elle décale tellement. Oui, mais quand ça va vite... elle n'aura pas le temps. Sur terre, tu as le temps de décaler, mais va sur gazon, tu décales pas. Alors elle peut y aller avec son chip et ça peut être ennuyant, mais dès que 75% de la saison c'est sur dur et ça va frapper fort à droite à gauche, parce que quand tu la joues plein coup droit, elle est moins efficace que quand tu la joues quand elle peut faire son décalage. Donc les filles vont la faire 3 fois, ils vont la jouer plein coup droit, l'attaquer dans le revers, et là ça va contre des adversaires qui sont plus forts aussi. Elle était 350, maintenant elle va jouer des filles qui sont dans le top 100, dans le top 20, dans le top 30, le niveau est différent, donc ça va commencer pour elle. Ça n'enlève rien à son exploit incroyable de faire une demi-finale à Roland. Je vais quand même mettre, parce que je le pense et j'ai envie de le dire, je vais quand même dire que j'étais un peu déçu de l'attitude. Je trouvais qu'elle était en demi-finale. Pour la demi, oui. Waouh, elle était en demi-finale de Roland, il y a 20 000 personnes qui sont là et je l'ai trouvée plutôt terne, triste. Tellement elle n'arrivait pas à déployer son tennis en fait. Alors, est-ce que c'est l'adversaire? Est-ce que elle est juste épuisée parce que elle a fait une campagne irréelle? C'est probablement multifactoriel, mais je trouvais l'attitude moyenne. J'ai d'ailleurs trouvé son attitude, elle est là, mais je la trouve quand même assez... Elle n'est pas très expressive, je la trouve pas très enthousiaste, je la trouve pas extrêmement positive. Tout ça pour dire qu'il y a des choses qui sont très bien, mais il y a des choses qui doivent être aussi, je trouve, fortement améliorées. Et qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à cette jeune fille aussi? Je sais plus. Maintenant tout commence pour elle et que ça va pas être évident, parce que regardez Mara Ducanu qui avait gagné l'US Open, après elle n'a jamais réussi à vraiment confirmer. Si, elle fait une belle carrière, bon, elle est toujours bien classée, elle en vit largement, mais c'est vrai qu'on l'attendait encore sur des demi-finales de Grand Chelem. Et oui, c'est ça, il y a un autre élément aussi. De nouveau, sans enlever la performance de la fille, mais Elise Mertens, Mira Andreeva, Pegula, toutes les trois ont eu un mental de chips sur ce match-là. Toutes les trois. Donc, parce que elles ne pouvaient pas perdre le match. C'était impossible de perdre contre une fille qui était 350. Et toutes les trois se sont laissées démonter par ça. J'en suis intimement convaincu. Parce que tu viens de dire la phrase, elle ne pouvait pas perdre sur ce match. Elle ne pouvait pas perdre sur ce match. On ne peut pas aborder un match vraiment... Non, mais ça arrive encore. Tu vois, regarde Mira Andreeva. Ça, c'est fou. C'est celle qui m'a le plus surpris. Elle a complètement explosé. Oui. Andreeva va la rejouer. Je peux t'assurer que ce ne sera pas la même histoire. Tu vois ? Parce qu'on la connaît. Parce que maintenant, les filles vont la connaître tactiquement. Et ça, c'est absolument capital. Et que Loïs Boisson va arriver avec un autre statut. Demi-finale à Roland, 60 au monde, une vraie compétitrice. Est-ce qu'elles n'ont pas simplement pris le match un petit peu au-dessus de la jambe en se disant ouais, c'est un coup d'éclat, et qu'ils n'ont pas préparé suffisamment la rencontre? Oui, peut-être, mais je croisais Julien Varlet, qui est aussi consultant pour la télé française, et puis juste avant la demi contre Coco Gauff, et il me disait, mais Coco Gauff, tu crois qu'elle va se poser la question de savoir qu'elle va rentrer sur le terrain? Elle joue une fille qui est 300, elle va la couper en deux. Il n'y a même pas d'autre alternative possible, quoi. Et pourquoi Andreeva ne ferait pas ça? Mais
C'est une bonne question. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle est arrivée sur le terrain et elle a découpé Louise Boisson parce qu'elle s'est dit, ok, elle joue pas dans ma catégorie. Et elle a eu cette force mentale de se dire, je vais pas me laisser démonter. Coco Gauff, quoi. Coco Gauff, pardon. Oui. Peut-être que les autres, mais j'en suis convaincu, les autres étaient plus dans, waouh. Je suis obligé, qu'est-ce qui se passe si... Enfin, toutes les questions qu'on a tous quand on joue au tennis, quand on joue quelqu'un qui est... J'en suis convaincu. Ouais. Donc ça, cet effet de surprise va se dissiper maintenant. Ouais. Tu vois ? Et donc maintenant, les filles vont s'en méfier. On va la traiter comme une vraie joueuse de tennis professionnelle capable de gagner contre des filles qui sont fortes. Donc l'état d'esprit en face va changer, ce qui rendra la tâche de Louise Boisson plus compliquée. Ça, c'est sûr. Eh bien voilà, écoute Phil, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de ce Roland-Garros 2025, en tout cas du dénouement de ce Roland-Garros. Il y a d'autres choses qui t'avaient marqué, d'autres éliminations précoces Oui, j'étais un peu triste du résultat de Alexander Blocks en qualif. Oui, ça c'est vrai que c'était... Qui perd contre Gérard, le français. J'ai été voir le match et j'ai trouvé que c'était pas top. Alors je l'ai croisé hier et il m'a fait une great minute. Il m'a dit je n'aime pas la terre. Enfin, il dit je préfère vraiment, là je suis bien sur gazon, mais j'étais content que ça se termine. Donc apparemment il n'apprécie pas tant que ça le jeu sur terre, et il me disait, je pense que Zizou, contre qui il a joué hier à Rosemalen, je pense que Zizou pareil, il préfère la terre, il préfère le gazon que la terre. Ok, mais il y a 3 tournois sur gazon. Mais oui voilà, mais c'est quand même fou en Belgique on ne s'entraîne que sur terre. Oui, beaucoup. Oui. Enfin non, on s'entraîne... Non, essentiellement sur terre, oui. Ouais. Donc c'est étonnant d'entendre... Enfin bon, dans les centres fédéraux, ils s'entraînent beaucoup sur dur aussi à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Et heureusement, parce que je le disais, 70-80% de la saison, c'est sur dur. Donc campagne des Belges, Elise Mertens, voilà, on en a parlé, qui chute contre Louise Boisson. Donc c'était un peu triste pour nous. Zizou qui perd contre Mpetshi. Zizou qui perd contre Mpetshi, nos joueurs de double. Donc voilà, c'était un relance sans belge cette année, ça c'est un peu dommage. En junior aussi, ça n'a pas été très très bon. Yéline malheureusement perd premier tour, donc c'était pas une belle campagne. Yanina a quand même sauvé un peu l'honneur. Yanina, bien sûr, il me semble bien que voilà, Yanina qui, après une défaite compliquée, a réussi à faire un chouette quart de finale pour sortir par la grande porte quand même. Donc ça c'est la petite satisfaction. Et on aime toujours bien terminer par une touche positive. Toujours nous, hein. Nous sommes les rayons de soleil de nos auditeurs. Donc voilà, comme ça, on a notre petite touche positive. Et sachez que on va répondre à d'autres questions. Phil, si tu savais, j'ai des questions, mais super intéressantes, parce que les gens qui me les ont envoyées sont des passionnés. Alors, il va falloir que tu prépares un peu, parce que je peux te dire que c'est super intéressant. Allez. Et ce sera uniquement pour nos abonnés premium, mais il n'est pas trop tard de nous rejoindre sur Supporting Cast, et comme ça vous nous soutenez, ce serait bien, non Phil? Ah oui, il faut venir te soutenir, surtout toi qui fais énormément d'efforts, et encourager les gens à t'accompagner, à nous accompagner. Voilà. Mais merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous de ce podcast. Merci à tous ceux qui ne sont pas encore sur la chaîne YouTube de venir nous rejoindre. Et Phil, on se donne rendez-vous très bientôt. Merci de m'avoir accueilli chez toi comme il se doit. Un plaisir. À bientôt. Salut.